Bonjour à tous, asseyez-vous. Aujourd'hui, dans notre vidéo de ce vendredi, deux choses. Première chose, la correction du travail que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui. Et secondement, un cours sur la question des frontières africaines, puisque c'était l'objet de votre travail, et la conclusion de ce grand 2 sur le partage de l'Afrique. Premièrement, donc, la correction des questions que je vous avais demandé de faire. Il va s'agir d'abord, je vais page 205 avec vous. Première question, pourquoi les frontières du Cameroun connaissent-elles de nombreuses modifications? C'était avec le document 1, on voit une évolution certaine des territoires allemands en particulier, et puis aussi un peu français sur cette carte. Tout n'est pas indiqué sur ce document, en tout cas le document qu'on vous demandait d'analyser, c'est-à-dire le 1, et même plus globalement dans les documents du manuel, tout n'était pas présent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la crise d'Agadir, en 1911, la France et l'Allemagne trouvent un accord. En quoi consistait cette crise d'Agadir? Pour résumer, c'était un conflit autour de la présence allemande et française au Maroc. Donc après cette crise, on trouve un accord en 1911. L'Allemagne accepte de quitter le Maroc contre l'attribution de terres en Oubangui-Chari. C'est le nom qu'on donne à l'époque à ce qui va devenir plus tard la République centrafricaine. Oubangui-Chari, comment se souvenir que ce territoire correspond à la République centrafricaine? Eh bien, tout simplement, peut-être par un moyen mnémotechnique, la capitale actuelle de la République centrafricaine s'appelle Bangui, alors par extension Oubangui-Chari, vous pouvez vous dire que c'est le territoire qui correspondait à cette zone à l'époque coloniale. Enfin bref. Après donc cette crise, l'Allemagne cède le Maroc, la domination du Maroc à la France, et puis récupère plus de territoire de ce côté-là, d'Oubangui-Chari. L'Allemagne laisse également une petite partie du Tchad à la France. Après la guerre mondiale, l'Allemagne étant la grande perdante de cette guerre, elle va perdre aussi ses positions en Afrique, ses possessions africaines, au profit de la France et du Royaume-Uni. On le voit très bien avec tout le figuré de surface en orange. Voilà pour cette première question. La deuxième question, quelles conséquences les accords diplomatiques européens ont-ils sur le continent africain? Les États européens négocient entre eux le partage des territoires africains de façon bilatérale. Je vous renvoie au thème précédent pour que vous vous souveniez un petit peu de ce qu'on entend par un accord bilatéral. On voit se profiler de grandes zones d'influence sur cette carte pour les principales puissances coloniales, à savoir la France en Afrique de l'Ouest et l'Empire britannique à l'est et aussi au sud du continent. Ensuite, dernière question, montrer qu'en 1914, la quasi-totalité de l'Afrique est sous domination européenne, mais que le tracé des frontières reste un sujet de discorde entre les puissances coloniales. Qu'est-ce qu'on voit sur ces documents? Quasiment tous les territoires sont des colonies européennes, à part le Libéria, qui est un pays fondé pour les esclaves afro-américains affranchis qui voulaient retourner en Afrique. Il y a des crises politiques qui portent sur l'influence ou la possession de territoires par les puissances européennes. J'ai déjà évoqué la crise d'Agadir en 1911 entre l'Allemagne et la France, mais quelques années auparavant, on a également la crise de Tanger en 1904. Et puis, entre la France et le Royaume-Uni, la crise de Fashoda en 1898. Voilà pour résumer sur cette correction. Maintenant que nous avons corrigé les questions du manuel, voici ce qu'on peut dire en guise de cours. Les États européens négocient les frontières en fonction des limites préexistantes. Division politique actuelle, je vous renvoie au document 4 de la page 205 de ce manuel. Et les limites naturelles aussi servent de division politique. La Grande-Bretagne veut ainsi conserver les anciennes limites de l'Égypte pour y établir sa colonie. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Contrairement aux idées reçues, le partage de l'Afrique n'est pas totalement artificiel et arbitraire. Il est toutefois fait par des Européens qui se basent sur les cartes qu'ils ont à disposition.
Donc ils vont essayer de respecter d'anciennes limites, ou des limites qu'ils pensent exister politiquement entre les États, et des limites naturelles. Mais ils font ça à distance, puisqu'ils le font depuis l'Europe. Ensuite, on a également des accords bilatéraux au fur et à mesure de la conquête de territoires. Donc, les frontières de l'Afrique ne sont pas établies après la conférence de Berlin d'un coup. Elles sont établies petit à petit entre les puissances coloniales. La conférence de Berlin sert de base de négociation. La France et le Royaume-Uni signent par exemple 249 traités frontaliers pour l'Afrique occidentale entre 1882 et 1905. Les rapports de force d'Europe se reflètent dans ces négociations sur l'établissement des frontières en Afrique. À titre d'exemple, la défaite allemande de 1918, on l'a vu, provoque la disparition de son empire colonial en Afrique. Comme outil de partage de nouveaux territoires, les frontières n'ont pas été utilisées qu'en Afrique au XIXe siècle. On peut aussi citer le traité de Tordesillas de 1494, dont vous avez peut-être des souvenirs du collège ou de la classe de seconde. Ce traité qui a été promulgué, on va dire, par le pape Alexandre VI, partageait les terres sud-américaines à coloniser, puisqu'elles n'étaient pas encore colonisées par les puissances européennes, et il partageait ces puissances européennes entre l'Espagne et le Portugal, qui sont d'importants empires coloniaux à cette époque. Le Portugal pourra assurer sa domination à l'est du continent et l'Espagne à l'ouest. Ce partage explique par exemple aujourd'hui encore la présence de la langue espagnole plutôt à l'ouest et aussi à l'extrême sud du continent, et du portugais à l'est du continent, à savoir principalement évidemment le Brésil. Conclusion de ce grand 2 qui portait sur le partage de l'Afrique lui-même. On remet de côté ce que je viens de dire sur le traité de Tordesillas, qui était un petit peu une digression. Les frontières sont ici un moyen de partage d'un continent. En Afrique, elles n'ont pas été établies par un État pour se protéger des autres, comme c'était le cas, si vous vous souvenez, avec le Limes rhénan. Elles ont été créées ici pour départager des zones conquises par des puissances coloniales. En bref, elles ont d'abord départagé des colonies, puis à la fin de la période coloniale, les nouveaux États indépendants eux-mêmes. Bien que regroupant des peuples différents et fragmentant des communautés, elles sont restées stables depuis l'apparition des États africains indépendants dans les années 1960 et ne font pas l'objet de contestations particulières. Les États africains actuels assument leur héritage colonial. On retrouve les mêmes frontières actuellement en Afrique à peu près que celles qui existaient entre les colonies et entre les États très récemment devenus indépendants il y a une cinquantaine d'années. Voilà, nous avons fini cette deuxième partie de l'axe 1 qui porte, je vous le rappelle, sur la question du traçage des frontières du point de vue géopolitique. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la troisième et dernière partie de ce premier axe sur l'apparition d'une frontière dans un pays anciennement uni, la Corée. Voilà pour cette vidéo, portez-vous bien et travaillez bien. J'espère que ces vidéos que vous recevez permettent qu'aucune frontière ne se trace entre vous et votre professeur bien-aimé, et je vous dis à bientôt.